Je m'appelle Nguyễn Văn Toan et je viens de l'université de Hanoï. Ma première promotion à l'université, c'est enseigner le français au public vietnamien, mais aussi des Chinois, des Cambodgiens, etc. Je profite de cette occasion pour vous présenter l'évolution des politiques linguistiques de la France appliquées au Vietnam pour constituer ou pour voilà, promouvoir son influence au Vietnam, mais vu du côté français. Parce que les influences de la France au Vietnam sous les différentes perspectives ont été bien analysées, mais ce sont des conséquences, des résultats, tandis que moi, je propose de jeter un regard sur les politiques linguistiques et éducatives que la France a appliquées depuis l'époque coloniale jusqu'à présent afin d'avoir une influence sur ce pays. Et pour ne pas traduire la communication, j'ai préparé un petit résumé en vietnamien sur l'écran pour le public en ligne. Donc, je vais parler en français. Ma communication va se dérouler en en cinq grands points. Le premièrement, c'est je vais parler en tout petit peu sur la question de l'enseignement du français au Vietnam avant l'époque coloniale. Est-ce qu'il y a et comment ça se fait? Quelles sont les politiques linguistiques à cette époque-là? Et puis, depuis la colonisation jusqu'à présent, j'ai divisé ce temps en quatre grandes périodes. Comme vous voyez sur le grand écran, c'est l'enseignement du français pour la première période de l'époque de la colonisation, c'est-à-dire avant 1900. Et puis, la deuxième époque, c'est l'enseignement du français dans le système éducatif franco-indigène et français et des écoles vietnamiennes dans les années de 1916 à 1945. Après, je parlerai aussi de l'évolution des politiques linguistiques que la France a menées au Vietnam après la défaite de Dien Bien Phu, parce qu'il y a vraiment un changement de contexte. Et le dernier point que je vais aborder, c'est la situation actuelle. Quelles sont les politiques linguistiques que la France voudrait bien mener au Vietnam pour promouvoir la francophonie, mais aussi la culture française. Voilà. Comme vous voyez là, depuis plusieurs siècles, l'État français, l'Empire français, a toujours conscience de son influence sur les autres pays. Et cette influence s'exerce par plusieurs moyens. D'abord politique, économique, scientifique aussi, mais une influence très importante, ça c'est une particularité de la France, c'est l'influence culturelle et éducative. Parce que, comme vous voyez, la France a aussi son pouvoir sur ce point. Donc, l'outil le plus utilisé pour avoir cette influence sur les pays et qui donne le résultat durable, c'est l'enseignement et la promotion de la langue et de la culture française. Parce que le statut du français est une spécificité de la France qui lui assure, comme beaucoup d'auteurs ont mentionné, hors de ses frontières, une autorité et une influence qui dépasse tous ces moyens réels déployés. Voilà. Plus que les arbres, plus que l'économie et plus que la richesse, la langue française est un moyen depuis toujours privilégié de la puissance et du rayonnement de la France. C'est pour ça que j'ai regardé ici comment l'enseignement du français a constitué pour la France un certain privilège dans la mentalité des Vietnamiennes. Ensuite, pardon, je vais ici, voilà. Voilà. Passons maintenant dans les premiers points, les remarques préliminaires voilà, de cet enseignement. Jusqu'au début du XIXe siècle, la présence française en Asie,
en général et au Vietnam en particulier, se limite à l'implantation des comptoirs commerciaux et puis aux activités d'évangélisation des missions religieuses avant la période de colonisation. Et comme vous savez, à la fin du 19e siècle, une grande proportion des missionnaires catholiques dans le monde est française. Donc, le français, à cette époque, est un outil commercial, de communication commerciale, mais aussi d'évangélisation des missions religieuses. Et pour cela, la diffusion et l'enseignement du français contribuent à cette tâche, à cette œuvre. Donc, les missionnaires, quand ils vont dans les différents lieux dans le monde, ils essaient aussi de diffuser la langue avant de prêcher, avant de convaincre les gens sur la croyance. À cette époque de l'évangélisation, avant le 19e siècle, l'enseignement du français se fait selon les initiatives très personnelles des missionnaires. Et il n'y a pas vraiment une politique linguistique de l'Empire français pour diffuser et puis pour promouvoir l'enseignement de sa langue dans le monde, et surtout au Vietnam. Mais durant la première époque de la colonisation, comme vous voyez là, les colons français ont confronté plusieurs réactions et de luttes de différents côtés. Et pour justifier son action coloniale, il véhicule une notion très, très nouvelle pour nous, c'est le concept de mission civilisatrice. Et selon cette notion, la France a pour mission de diffuser ses valeurs universelles, de devoir sortir les autres pays ou les autres peuples du tyrannie du climat, des maladies, de l'ignorance, en l'apportant, en faisant l'éducation. Et pour faire l'éducation, il enseigne la langue d'abord, et puis il applique aussi le programme de l'enseignement français dans ces pays, et surtout au Vietnam. En Indochine, dès l'arrivée des premiers administrateurs, on voit que dans leur discours, la France s'est donné sa mission de faire parvenir ces peuples indigènes qu'elle a conquis à un degré supérieur de civilisation par l'éducation. C'est pour ça qu'il commence à faire des écoles, à constituer un système éducatif selon le point de vue, selon leur vision, mais aussi selon leur objectif. Vous voyez? Donc, dans cette période, on voit bien que l'approche de la politique linguistique française, c'est la diffusion et puis la promotion de la culture française par un enseignement institutionnel, un enseignement formel par des systèmes d'école. Mais à ce moment-là, comme vous voyez, il y a deux courants différents. Il y a un courant dit assimilationniste, c'est-à-dire qu'il voulait bien assimiler la culture vietnamienne dans la culture française. Donc il enseigne le français, il cherche à éliminer tous les éléments de la culture vietnamienne pour former des indigènes et afin de les élever comme un français, entre guillemets. En même temps, il y a un autre courant qui sont assez répandus, c'est l'approche associationniste selon lequel les administrateurs coloniaux ou les enseignants, ils ne voulaient pas éliminer tous les traits culturels de la tradition locale, mais ils voulaient garder bien tous ces traits en associant aux traits français pour éviter les réactions de la population et aussi pour avoir plus rapidement le résultat. Et ces deux courants, ils sont en même temps avant la réforme éducative au Vietnam en 1916. Ces deux courants
se fait sur place. Donc on voit ici deux approches différentes dans la politique linguistique de la France menée au Vietnam par les administrateurs sur place. C'est une approche associationniste et une approche assimilationniste. Ensuite, durant ici, le slide en vietnamien est un tout petit peu en retard par rapport à ce que je dis parce que j'ai une pression très grande en termes de temps. Voilà. Je vais arriver jusque là. Voilà. Oui, 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 d'accord. La troisième période, ici, la troisième période de l'enseignement du français au Vietnam dans le système éducatif, ça, à partir de la réforme éducative que les administrateurs ont menée sur place. Donc, ils ont créé des écoles après plusieurs expérimentations et des échecs d'une politique de francisation outrancière. Ils sont conscients maintenant qu'il faut respecter aussi le système et la culture locale. Donc, ils ont créé plusieurs écoles avec les différents modèles. D'abord, c'est un modèle de l'école franco-indigène et un autre modèle pour les enfants européens et puis français sur place, ce sont des écoles françaises, purement françaises. Et aussi un autre système de l'école pour les petits Vietnamiens dans les villages qui ne maîtrisent pas encore le français, mais qui doit être aussi scolarisé. Donc on appelle ça des écoles de village dont le français est enseigné à partir de la troisième année de ce cycle. Et le quatrième groupe de ces écoles, ce sont des écoles professionnelles où on voulait bien former des auxiliaires, des agents pour l'administration française sur place. Ce sont des écoles professionnelles, on dit, dans les différents domaines comme dans l'administration ou dans les travaux publics, etc. Donc je passe rapidement sur le quatrième, voilà. À cette époque-là, l'enseignement du français est imposé comme langue véhiculaire ou comme une langue d'enseignement, mais ce n'est pas à partir de la maternelle, parce qu'il y a beaucoup d'écoles où on ne trouve pas d'enseignants, où les enseignants autochtones, les Vietnamiens francophones, n'ont pas assez de compétences pour enseigner, pour assurer la bonne qualité. Et surtout, il y a une ouverture assez rapide du système scolaire et on manque de personnel. C'est pour ça que le vietnamien est autorisé aussi à enseigner, mais pour l'étude ou l'enseignement secondaire, l'utilisation du français est de la règle. C'est obligatoire. Voilà. Après la défaite de Dien Bien Phu et puis voilà, le retrait de l'armée française du Vietnam, on voit bien que la France se voit désenragée de la situation politique, linguistique et éducative au Vietnam. À partir de ce moment-là, on voit un déclin très net de la francophonie au Vietnam depuis 1945 jusqu'à l'ouverture du pays en 1996. Donc la francophonie à ce moment-là perd beaucoup de prestige et le français se voit concurrencé par l'anglais, le chinois et le russe. Trois langues par des enjeux géopolitiques. On renforce l'enseignement de ces langues dans le système éducatif, mais la France ne l'abandonne pas complètement parce qu'il voulait bien garder un certain privilège voilà, dans cette ancienne économie. C'est pour ça qu'ils ont regroupé toutes les organisations sur place, donc les écoles françaises aussi, mais le corps diplomatique en mission de culture, une mission culturelle sous la commande du ministère des Affaires étrangères. Et ces gens-là s'efforcent encore à diffuser le français dans un petit nombre de personnes, surtout
auprès des intellectuels vietnamiens. Ce sont des intellectuels pro-français. Ils voulaient bien voilà, avoir un moyen pour permettre à leurs enfants à accéder à l'éducation de qualité. Parce que l'éducation nationale à ce moment-là s'est développée très rapidement, mais la qualité n'est pas encore bien assurée. Depuis 1996, vous voyez, il y a une ouverture du pays vers le monde et l'intégration du Vietnam dans le monde. Donc, il y a un besoin important de personnel bilingue, soit anglais, soit francophone, soit chinois, soit russe, pour ouvrir les relations diplomatiques avec ces pays et développer l'économie du pays. C'est pour ça que le Vietnam mène une politique de plurilinguisme à ce moment-là. Et face à ce nouveau contexte, la France s'intéresse de nouveau au Vietnam en termes de l'enseignement du français et de la diffusion de la culture. Tandis que la relation diplomatique, la France a établi avec le Vietnam depuis 1973. Mais jusqu'à l'ouverture du pays, la question linguistique se met sur la table et les ambassadeurs et puis aussi les personnalités importantes de la politique linguistique française considèrent maintenant de nouveau que le français c'est un outil puissant et important pour diffuser, voilà, et pour avoir une certaine influence de nouveau sur ce pays. Et ils ont réalisé plusieurs actions différentes en ce pays depuis 1996. Je vais vous présenter ici un panorama assez, voilà, un panorama assez bref et succinct des actions de la France au Vietnam pour soutenir la francophonie, mais aussi pour regagner cette influence perdue. D'abord, ils nous ont aidés, la France et les partenaires francophones. Maintenant, je vais insister aussi sur la contribution des partenaires francophones dans le sauvegarde de la prestige de la culture française au Vietnam. Ça, ils nous ont aidés à élaborer plusieurs documentations et de supports pédagogiques pour l'enseignement du français, donc des manuels de français, mais adaptés au public vietnamien et puis adaptés aussi à l'âge de l'apprenant. Ils ont aussi développé plusieurs centres de documentation en français et non seulement en langue, mais en sciences. La documentation en sciences aussi pour permettre aux Vietnamiens francophones d'accéder aux connaissances, pour qu'ils trouvent aussi un certain intérêt et utilité d'utiliser la langue quand ils ont appris à l'école. Parce que la vision pragmatique maintenant pour les Vietnamiens est très importante. Quand ils apprennent la langue, c'est à quoi ça sert. C'est pas parce qu'ils voulaient bien lire Voltaire ou Victor Hugo, mais parce qu'ils peuvent trouver d'abord une formation professionnelle de qualité et puis de trouver aussi le travail dans un marché assez concurrent et dynamique maintenant. Donc, les centres de documentation contribuent à cette cause. Après, ils développent la France et puis les partenaires français, mais sur ce point, c'est la France. Ils développent un réseau d'instituts français et de centres de langue un peu partout au Vietnam pour faciliter voilà, l'apprentissage du français de manière structurée et de qualité. Ils ne se confient plus cette cause aux enseignants vietnamiens. Ils voulaient bien avoir contribué à ça. Donc dans le pays, il y a plusieurs centres de langue pour la formation et ils aident aussi à la formation des enseignants. Donc il y a beaucoup de formation continue des enseignants pour qu'ils puissent améliorer la qualité de l'éducation. Il contribue aussi à certifier les établissements de qualité, les établissements francophones, mais de qualité au Vietnam par le label France et Éducation. Donc c'est un gage de qualité. Et puis après, il note aussi des bourses pour les jeunes Vietnamiens qui puissent poursuivre les études dans les pays, voilà, ici en France ou dans les pays francophones. La conclusion. Voilà, tous ces efforts, c'est pour
assurer son influence et son influence culturelle qui reste encore très présent dans la mentalité vietnamienne, mais qui risque de se perdre parce qu'il y a un manque de génération, il y a un manque de continuité. Donc il s'efforce à le faire, mais je vois qu'il y a plusieurs défis à relever pour le moment. D'abord, l'enseignement du français proposé par les instituts et les centres de langue français au Vietnam reste encore très littéraire, n'est pas encore se fait selon une perspective professionnalisante. C'est-à-dire, ils vont apprendre le français, mais pour devenir ingénieur, pour devenir médecin, pour devenir secrétaire ou traducteur, comme vous voyez tout à l'heure. Donc, cette formation devrait s'orienter vers cette approche. Deuxièmement, les activités menées par la France au Vietnam pour soutenir la francophonie se fait encore très en détachement avec d'autres partenaires francophones. Il doit avoir une certaine synergie pour renforcer cette influence et puis pour ouvrir aussi d'autres portes. La France reste encore tout seul dans ses actions. Et parfois, il y a des éléments très importants de la francophonie, mais je ne vois pas la présence de la France, ou vice-versa. Voilà. Et le troisième point que je voulais conclure mon intervention aujourd'hui, c'est que le développement du français et de la culture française au Vietnam contribue non seulement à l'influence française qu'il gagne, mais aussi à la diversité de la mentalité, de la réflexion des Vietnamiens face à la monopolisation de l'anglais et puis de la mentalité anglo-saxonne. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. C'est vraiment un grand challenge de communiquer quelque chose, mais sous la pression de temps. Donc, j'ai perdu un peu, voilà, j'ai eu un peu de tract au début. Merci de votre compréhension. Vâng, rất là cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Toàn, rất là nhiệt huyết và còn rất nhiều điều muốn nói. Hy vọng là quý vị có những câu hỏi có thể tiếp cận riêng với lại tiến sĩ Nguyễn Văn Toàn. Vì thời gian của chúng ta có hạn, cho nên chúng ta sẽ có 5 phút để có thể có những ý kiến liên quan đến hai bài trình bày vừa rồi. Xin mời quý vị. Xin mời bác ạ. Ça marche? Ok. Ça marche là? Vâng, mời bác. D'abord, toutes mes félicitations aux organisateurs de ce colloque de 4 jours. C'est important. Et donc, bravo à M. Michel Espagne, Nguyễn Giang Hương, ainsi que M. Nguyễn Bá Cường. Bon, une toute petite question, non seulement aux derniers intervenants, M. Nguyễn Duy Bình, surtout, et M. Nguyễn Văn Toàn. Bon, je ne suis pas parenté avec Nguyễn Duy Bình, parce que mon nom c'est Nguyễn Duy Tân. Bon, mais alors, justement, je voulais savoir, j'ai l'impression que tous les sujets abordés dans ce colloque, c'est très intéressant tout ça. Et puis, même M. Nguyễn Văn Toàn a même souligné l'intervention. Vous pouvez poser directement vos questions, parce qu'on a très peu de temps. Vous pouvez poser directement la question, s'il vous plaît. J'ai l'impression tout simplement qu'on a totalement oublié M. Hữu Ngọc, le grand contributeur à la culture vietnamienne, rédacteur du Courrier du Vietnam, le seul magazine en français, n'est-ce pas? Et il a non seulement écrit tout le temps dans ce Courrier du Vietnam, mais il a fait aussi beaucoup d'écrits sur la culture vietnamienne, sur la civilisation vietnamienne. Et j'ai l'impression on n'a pas du tout entendu parler de sa contribution. C'est un peu dommage. Bien qu'il soit maintenant à la retraite, je pense qu'il doit avoir 102 ans, mais il y a une quinzaine d'années, il a quand même reçu de notre association, AFA, Association pour la promotion du français des affaires, en prix, en même temps que Doan Cam Thi, qui est devenue maintenant Madame Poisson à l'INENCO. Donc voilà, je voulais savoir, enfin je regrette simplement qu'on a oublié de parler de M. Hữu Ngọc. Vâng, một ý kiến ở
Đầu Pháp ạ, một ý kiến đầu Pháp, bác có bổ sung thêm một cái nhân vật quan trọng trong cái quan hệ trao đổi tri thức, đó là bác Hữu Ngọc, là một người đã cống hiến rất là nhiều cho cái việc trao đổi tri thức văn hóa Việt Nam và Pháp ạ. Vâng, xin một câu hỏi khác. Xin mời bác. Le nombre de francophones actuels au Vietnam, combien estimez-vous? Vâng, cái câu hỏi là cái số lượng người nói tiếng Pháp ở Việt Nam là bao nhiêu hiện nay? Pour cette question, il y a des statistiques officielles du ministère de l'Éducation vietnamienne, mais aussi il y a l'estimation de la part de la France par le secteur de coopération linguistique de la France au Vietnam. Nous avons maintenant le français est enseigné dans le système éducatif vietnamien sur 34 sur 64 provinces, donc au niveau secondaire. Tandis qu'au niveau à l'université, le français est enseigné comme la deuxième langue étrangère. Et le nombre de francophones au Vietnam s'estime à environ 300 000, mais la francophonie au Vietnam a des particularités très propres à ce pays. Parce que, comme vous voyez là, le Vietnam, si on se considère dans ces termes, n'est pas francophone du tout. Il y a très peu de locuteurs francophones, de locuteurs français au Vietnam, mais le Vietnam a rejoindre à la francophonie depuis très tôt, par des enjeux plutôt politiques, économiques et diplomatiques, plutôt que la pratique du français dans ce pays par ses habitants. Voilà. Thế thầy Toàn nói có thể dịch ngắn gọn sang tiếng Việt ạ, ngắn gọn đấy. Xin mời. Cái câu hỏi về số lượng người nói tiếng Pháp ở Việt Nam hiện tại bây giờ ấy, thực tế thì nó khá là khó đoán định bởi cái tính chất của cái Pháp ngữ ở Việt Nam ấy, nó không rõ như là ở các nước khác. Có những con số rất là cụ thể từ thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thống kê của Bộ phận Hợp tác ngôn ngữ của Đại sứ quán. Tuy nhiên thì cái con số này nó cũng không thực sự chính xác khi mà người ta đòi hỏi là một người nói tiếng Pháp, tức là người phải thực hành, chứ không phải là một người biết một chút về tiếng Pháp hoặc đã học một ít tiếng Pháp trong cái chương trình phổ thông và coi họ là một người Pháp ngữ. Đó, cho nên con số nó có thể sai lệch. Tuy nhiên thì tiếng Pháp bây giờ vẫn còn được giảng dạy ở trong hệ thống trung học cơ sở và trung học phổ thông ở 34 trên 64 tỉnh thành, và ở đại học thì tiếng Pháp trở thành một ngôn ngữ thứ hai trong giảng dạy, nó là một ngoại ngữ. Je voudrais ajouter que pour la francophonie au Vietnam, à Hanoi. Moi, monsieur, je pense que le temps, il faut conclure, fermer le colloque. Donc, s'il vous plaît, la parole est à Michel Espagne. Oui, merci beaucoup. Nous pourrons de toute façon poursuivre ailleurs ces discussions. Je tenais à dire quelques mots de conclusion. D'abord pour remercier très chaleureusement les collègues qui se sont exprimés au cours des 4 jours passés et nous ont énormément apporté. Ces communications orales vont se poursuivre dans un ouvrage que nous allons rédiger avec les organisateurs, c'est-à-dire du côté vietnamien, notamment M. Bakong, et du côté français, Mme Jiang Wang et moi-même. J'ai été très sensible à une sorte de rééquilibrage qui s'est opéré au cours de ces journées dans la perspective. Comme l'a remarqué à plusieurs reprises M. Duxon, il est intéressant aussi de s'interroger sur la manière dont on apprend le vietnamien en France. Et je pense qu'il faudrait prévoir dans le volume qui sera issu de ce colloque peut-être aussi une contribution sur les traductions non seulement de la littérature française en vietnamien, mais des problèmes posés par la traduction de la littérature vietnamienne et des sciences humaines vietnamiennes en français. Donc, vous voyez, nous avons travaillé pendant 4 jours, ça a été extrêmement productif, mais nous avons aussi ouvert la voie à de nouveaux travaux qui, j'en suis sûr, nous réuniront encore dans les prochaines années.
Donc merci beaucoup à tous d'avoir été là, d'avoir contribué, d'avoir suivi ce colloque. Vâng, xin phép tôi có một vài lời để bế mạc cái kỳ hội thảo lần này đã diễn ra trong 4 ngày và xin nhiệt liệt cảm ơn tất cả những diễn giả đã tham gia, và mỗi bài thuyết trình thì đã đem lại những cái thông tin và những cái chiều nghiên cứu rất là bổ ích, và tôi xin được nhấn mạnh rằng cái cuộc hội thảo này chúng tôi sẽ hướng tới một cái việc xuất bản một kỷ yếu cùng với cả với những người đã tham gia tổ chức, đó là anh Nguyễn Bá Cường và chị Nguyễn Giáng Hương, và cá nhân tôi thì tôi rất là quan tâm qua 4 cái buổi sáng hội thảo về cái vấn đề, một cái vấn đề đã được ông Nguyễn Đức Sơn vừa nêu vừa rồi đó, đó chính là cái sự cân bằng đối trọng lại giữa hai cái sự đóng góp giữa Pháp sang Việt Nam cũng như là Việt Nam sang Pháp, và đặc biệt là cái việc mà quan sát và cùng nhau củng cố lại không những chỉ cái chuyện là giảng dạy tiếng Pháp cho người Việt, mà cũng như là phải giảng dạy thế nào tiếng Việt cho người Pháp, và tôi hy vọng là trong cái cuốn kỷ yếu sẽ còn có thêm bổ sung những cái bài viết về vấn đề dịch thuật, và không chỉ có là dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Pháp, mà còn cả tiếng Pháp sang tiếng Việt và hai chiều, và không chỉ là dịch thuật chỉ có các cái tác phẩm văn chương, mà còn có dịch thuật trong các công trình nghiên cứu về văn học, về khoa học nhân văn, và xin tóm lại một lời cuối cùng để bế mạc cái kỳ hội thảo là 4 buổi sáng vừa qua. Đối với tôi thật sự là 4 buổi sáng vô cùng bổ ích, và nó còn bổ ích hơn khi nó sẽ có cái đóng vai trò quan trọng trong việc mở ra những cái hướng nghiên cứu mới trong tương lai. Xin cảm ơn ạ.